Clínica Omega Z Andorra, compromesos amb la seva salut, patrocina aquest espai. Passen 3 minuts i mig del punt d'un quart d'11 del matí. Avui ens toca espai de Clínica Omega Z en companyia de la doctora Florence Dufourné. Ara la saludarem. Avui doncs, ens proposa parlar de com tractar l'ansietat, les crisis d'angoixa, si ha de ser amb medicaments o ha de ser amb, doncs, en aquest cas, psicoteràpia. I és que molts i moltes us ho degueu preguntar. Us sentiu ansiosos? Noteu aquesta angoixa? L'ansietat sembla ser que és una inquietud desagradable, però normal mentre no afecti la vostra vida quotidiana, però a vegades tot això es pot tornar permanent i es transforma precisament doncs, en una veritable crisi d'angoixa. Com cal actuar i què cal fer? Avui intentarem donar-ne uns quants detalls. Docteur Dufourné, bonjour, ça va? Bonjour, et bonne année. Merci, bonne année à vous aussi. Aujourd'hui, on va parler de traiter l'anxiété et les crises d'angoisse. On devrait arriver à une conclusion si c'est mieux médicaments, psychothérapie. Mais déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'une crise d'angoisse? Déjà, merci de me laisser intervenir sur cette thématique. Si j'ai voulu l'aborder peut-être juste avant de décrire ce que c'est qu'une crise d'angoisse, c'est parce que c'est vraiment un problème très sérieux, parce que ça va être source de souffrance, qui d'ailleurs souvent est vécue en silence, parce que c'est des personnes qui bien souvent n'osent pas en parler pendant plusieurs années, qui n'osent pas consulter le psychiatre, alors même que moi, ça représente mon activité principale en consultation. Et d'ailleurs, je pense que ça peut surprendre le psychiatre. On pense toujours qu'il fait beaucoup de dépression, de maladies bipolaires, de psychose. Et en fait, non, de par sa fréquence, l'anxiété et les crises d'angoisse, moi, ça va être le principal motif de consultation. Et à tel point, la fréquence, en fait, ça va toucher plus de 20% des adultes au cours de la vie, c'est-à-dire qu'une personne sur 5 au cours de sa vie va expérimenter un trouble anxieux quel qu'il soit. C'est énorme, et ça, c'est des chiffres avant Covid, puisque depuis le Covid, l'OMS a estimé que dans le monde, il y a eu une augmentation, une explosion, pas que de l'anxiété, aussi de la dépression d'ailleurs, mais au niveau de l'anxiété, de plus 25%. Ça veut dire que maintenant... C'est multiplié. Voilà, on passe à une personne sur 4. Une personne sur 4 qui va connaître au cours de sa vie un trouble anxieux quel qu'il soit. Donc c'est vraiment très fréquent. C'est source de handicap aussi. Les gens, ils vont potentiellement ne plus pouvoir faire certaines choses dans leur vie. Et puis c'est source de consommation de médicaments et aussi de dépendance à des drogues comme l'alcool, puisque bon, faut pas oublier, l'alcool c'est une sorte de médicament et il y a des gens qui vont se soigner comme ça. Donc c'est dommage que les gens ne puissent pas en arriver à la consultation et que voilà, pour essayer de parler un peu de ce sujet qui souvent est méconnu. Et donc c'est quoi une crise d'angoisse? Admettons que je suis claustrophobe et que j'ai en particulier peur des ascenseurs, eh bien je vais tout le temps essayer d'éviter les ascenseurs, je vais toujours prendre les escaliers, ma vie elle est réglée comme ça. Et puis un beau jour, je suis en voyage d'affaires avec des collègues et pour un rendez-vous d'affaires, tout le monde prend l'ascenseur et bon, je veux pas que ça se voit, donc je prends l'ascenseur. Et là d'un coup, je vais me retrouver dans l'ascenseur, avoir du mal à respirer, progressivement, je vais sentir une oppression, je vais sentir mon cœur qui bat plus fort, qui bat plus vite, je vais me mettre à transpirer. Et puis d'un coup, je vais avoir des pensées comme tiens, on est 4 dans l'ascenseur et si jamais il se mettait en panne, mais est-ce qu'on va avoir assez d'oxygène? On commence à se poser beaucoup de questions. Voilà, et puis on commence à ressentir vraiment la peur, une peur qui peut aller à un point tel qu'on a la sensation d'une mort, mais vraiment imminente, c'est-à-dire dans les minutes qui viennent. Donc voilà, ça c'est une crise d'angoisse et donc ça me permet maintenant de disséquer, de décrire au niveau des symptômes ce que c'est. Donc en fait l'angoisse qui va jusqu'à la crise et qui peut aller très fort se décompose en 3 types de symptômes. Les symptômes corporels comme je viens de les décrire, la respiration qui s'accélère, une sensation d'oppression. Des symptômes qui vont être affectifs, c'est-à-dire je ressens de la peur qui peut aller jusqu'à l'impression que je vais mourir, et puis des pensées angoissantes, tout un tas de pensées angoissantes. La crise d'angoisse, ça peut aller, comme je vous l'ai décrit de cette crise-là, mais ça peut aller encore plus loin, et à ce moment-là, on appelle cela une attaque de panique. C'est-à-dire que je peux totalement perdre le contrôle et me mettre à crier, à hurler, à faire un malaise, à tomber dans les pommes, ça va dépendre des personnes. Et puis inversement, le curseur, il peut être un petit peu plus bas, ça peut être simplement je suis dans un environnement tout à fait sympa, au calme, à discuter avec des amis, sur des discussions banales, par exemple sur la maladie, mais une discussion qui va m'entraîner progressivement de l'angoisse sans que je m'en rende compte et qui va faire monter le curseur de l'anxiété et de l'angoisse et qui potentiellement peut créer une crise d'angoisse. Alors là, il y a les 3, docteur, ici. L'angoisse, ça serait l'anxiété sévère.
Tout ça, ça nous amène au trouble panique. Mais ça C'est mélange finalement, si j'ai bien compris, avec ce que vous avez expliqué, ça mélange des aspects cognitifs avec des aspects physiques. Tout à fait, tout à fait. Et donc ça me permet peut-être pour mieux aborder comment les prendre en charge, de vous parler des deux déclencheurs en fait. Il va y avoir l'aspect physique, et le premier déclencheur c'est le système d'alerte. On a tous un système d'alerte qui est inconscient, qui est automatique et qui est rapide. C'est par exemple, vous êtes sur l'autoroute, vous conduisez, ça freine brusquement devant vous, avant même que vous y ayez pensé, en fait vous avez déjà appuyé sur la pédale de frein. Et heureusement, parce que en fait, du coup, si ça devait passer par la conscience, ce serait... C'est un acte réflexe. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le système d'alerte réflexe qui va être branché directement sur le système du stress qu'on appelle le système nerveux sympathique. C'est un système du stress physique qui va déclencher des hormones du stress, l'adrénaline et la noradrénaline. Et en fait, c'est le système qu'on connaît mieux sous le nom de fight or flight, puisque ça va préparer le corps à un comportement de survie, en fait, ou se battre, ou fuir. Et ça, voilà, ça est inscrit dans nos gènes, c'est l'évolution qui nous a permis d'avoir ce système. Donc ça, c'est le premier déclencheur. Et le deuxième déclencheur, c'est au niveau cognitif, donc c'est les pensées. Et ça va être des pensées angoissantes, alors même qu'on est dans un cadre totalement apaisant, au coin du feu, le samedi après-midi, avec des amis à siroter un thé. Et bien là, on va avoir un sujet banal de discussion, vraiment banal. Ça peut être voilà, la peur des hôpitaux, voilà. Et ça va générer de l'angoisse qui peut monter jusqu'à la crise d'angoisse. Et ces deux déclencheurs, ils vont s'auto-entretenir en fait. Parce que quand le système d'alerte va stimuler les hormones du stress, l'exemple de l'ascenseur, j'avais pas encore les pensées. Là, je me suis rendu compte que mon cœur battait plus vite, que je transpirais. Et là, d'un coup, je me suis mise à avoir des pensées. Et potentiellement, voilà. Donc, les pensées vont aggraver et c'est l'inverse, c'est pareil. C'est-à-dire que je suis au coin du feu tranquille. J'ai absolument pas commencé à stimuler mon système du stress physique. On discute juste de choses. Et là, il y a des pensées qui vont venir, et des pensées qui sont disproportionnées, qui sont disproportionnées par rapport à la réalité et qui vont du coup venir déclencher ce système d'alerte, enfin le système sympathique. J'ai vu là, il y a deux choses. Vous avez expliqué, d'un côté les symptômes somatiques, ça serait les sueurs, tachycardie, tremblement ou spasme musculaire, impression d'étouffement, vous en avez parlé, douleur à la poitrine, vertige, envie de vomir, les nausées. Et de l'autre côté, les symptômes cognitifs, peur à perdre le contrôle en soi-même ou de devenir fou même, sensation d'irréalité ou l'impression d'être déconnecté de soi-même et finalement peur à faire une crise cardiaque, vous avez dit impression de mort immédiate. C'est ça. C'est ça. Donc, comme il y a ces deux aspects-là, si on veut pour prendre en charge ces deux aspects-là, on voit qu'il y a deux cibles. Donc la première cible, c'est les manifestations corporelles dont vous avez parlé, et la deuxième, c'est les pensées avec les émotions, c'est-à-dire la peur. Et pour aborder ces deux cibles, on a deux stratégies en médecine. Soit la stratégie déjà de traiter la crise, le moment de la crise. Des crises, excusez-moi, qui peuvent durer entre 10 et 30 minutes. Généralement, on dit un petit peu plus, jusqu'à 30 minutes. Dans la pratique, ça peut même aller jusqu'à 1 heure, mais rarement au-delà. Après, tout va dépendre en fait de la façon dont c'est stimulé. Si vous êtes en attaque de panique, forcément, à un moment donné, il va y avoir soit une perte de connaissance, soit parce qu'on ne peut pas décharger comme ça nos hormones à un point tel, en fait. Mais si c'est en dessous de l'attaque de panique, que c'est une crise d'angoisse, ça peut durer plus longtemps. Et donc, il y a la crise en elle-même, et puis donc en aigu, le traitement en aigu, et puis il y a le traitement de fond, c'est-à-dire au long cours, est-ce que je peux diminuer l'intensité de ces crises et la fréquence de ces crises. Donc pour ces deux stratégies, eh bien, si on prend l'aspect des médicaments, au niveau de la cible, donc des symptômes physiques, c'est-à-dire le stress physique, le système nerveux sympathique, en cas de crise, un traitement qui va cibler directement les hormones du stress, c'est les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, ils agissent pas sur tous les récepteurs adrénergiques, Dieu merci, mais sur une partie, et donc ils vont directement bloquer tous ces symptômes que je vous ai décrits. Le problème avec ce traitement, c'est que c'est un médicament et qu'il a un délai d'action. Il a un délai d'action au moins de 15-20 minutes minimum, et ça c'est dans le meilleur des cas, il faut que vous soyez à jeun. Si vous avez mangé, c'est facilement 30 à 40 minutes, et ça peut aller bien plus longtemps si vous avez mangé un repas très gras. Donc ça, c'est pas très satisfaisant pour la crise sur la rapidité, vu que ça dure pas si longtemps que ça, une crise. Mais on peut aussi les utiliser en traitement de fond pour diminuer l'intensité et la fréquence.
Là, le problème de l'utilisation en traitement de fond, ça va être déjà tout le problème des effets indésirables, puisque un médicament, quel qu'il soit, il aura toujours des effets indésirables. Donc en traitement de fond, pour les bêta-bloquants, l'aspect le plus connu et qui du coup est un peu paradoxal, pour nous les psychiatres, ce qu'on appelle le bêta-bloqueur blues. Donc ça va provoquer surtout chez l'homme des symptômes de dépression qui peuvent aller jusqu'à déclencher une dépression. Mais il y a aussi des troubles au niveau du sommeil avec plus de cauchemars, des troubles de la libido, des troubles de l'érection, des troubles de l'orgasme, parce qu'évidemment l'orgasme va jouer sur le système nerveux sympathique, et puis une prise de poids aussi. Bon, la liste est très longue. Oui, parce que vous dites là, difficulté à trouver le sommeil, des cauchemars, des troubles de l'érection et surtout aussi des problèmes de concentration. Alors, un petit peu avec les bêta-bloquants, mais plus avec les autres molécules que je vais aborder par la suite. De toute façon, le premier point aussi, c'est qu'un traitement médicamenteux, c'est un traitement symptomatique. C'est-à-dire qu'il ne va jamais régler la cause. En fait, on agit en aval. Si on reprend mon exemple de la claustrophobie qui va déclencher le système du stress, nous, on agit en aval. Là, on essaye de calmer le système du stress. C'est comme si vous aviez un thermostat qui était devenu trop sensible. C'est-à-dire que, comme une alarme de voiture, à force de tout le temps stimuler, l'alarme de voiture, elle va se déclencher à la moindre stimulation. Il y a un oiseau qui se pose dessus, vous l'effleurez, hop, elle se met en marche et tout le système d'alarme se met en marche. Alors que normalement, le système ne se met en marche que quand on fait une effraction et qu'on essaye de démarrer le moteur. Et ça, il y a aussi une hypothèse pour l'origine de ces troubles anxieux, qui est que notre société, notre vie moderne ne présente plus les stress pour lesquels nous étions conçus au niveau de nos gènes. C'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment des stress très brefs en aigu qui duraient très peu de temps. Voilà, on avait un tigre aux dents de sabre devant nous, fallait prendre ses jambes à son cou pour sauver sa peau. Là, aujourd'hui, les stress de ce genre aussi aigus et brefs, il n'y en a quasiment plus, ou il n'y en a plus beaucoup. Et surtout, à cause de la vie moderne, on a des stress permanents, à toute petite dose, mais permanents. Si je prends la technologie et notamment l'information avec les médias, ça c'est un stress permanent où en fait ça fait pas si longtemps que ça qu'on peut savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde en permanence, et c'est toujours des choses angoissantes et stressantes. Les guerres... Et en plus, c'est constant, et voilà. Il y a trop d'informations en très peu de temps. Voilà, donc du coup, ça, c'est une des hypothèses qui fait que le thermostat, il est déréglé et qu'on se met à pouvoir le déclencher en permanence. Et le traitement, il va être symptomatique, il ne va pas régler le problème en amont. Donc en fait, à l'arrêt du traitement, on va avoir un effet rebond. Et c'est ça qui est embêtant. Et donc, si je finis sur l'autre cible, pour terminer sur les médicaments, sur la cible des manifestations psychiques, des pensées angoissantes, parce que les bêta-bloquants ne vont pas agir sur les pensées, ils vont diminuer le stress physique, mais vous allez toujours avoir vos pensées angoissantes. Là, le traitement de crise de prédilection, c'est quand même les benzodiazépines, avec l'alprazolam, qui on aime bien pour l'anxiété et l'angoisse parce qu'il a une durée d'action très courte. Au bout de 4 heures, il n'est plus dans le sang. Et on a des petits moyens en tant que pharmacologue de le faire agir plus vite que les bêta-bloquants. En gros, en 15 minutes, on peut le faire agir. Donc ça, c'est pas mal pour la crise. Et surtout, c'est un très bon anxiolytique. Pourquoi ? Parce qu'il va agir sur les récepteurs du GABA. Donc c'est les mêmes récepteurs que l'alcool, que les somnifères ou que les barbituriques. Et donc c'est ça qui fait que c'est très puissant au niveau de l'anxiolyse. Le problème qui va en découler de la prise de ces médicaments, c'est que... ils vont avoir une action sur d'autres parties, vous en avez parlé, la mémoire. Ça va agir, ça va provoquer des troubles de la mémoire et de l'apprentissage. C'est des hypnotiques, donc ça veut dire que ça va provoquer des somnolences, donc on ne peut pas le prendre n'importe quand. En théorie, on ne peut pas prendre la voiture après avoir pris. J'allais vous dire, se mettre au volant, c'est voilà. Pas recommandé. Donc si l'attaque de panique elle a lieu parce que vous êtes au volant, là, voilà, c'est pas adapté. Et du coup, on ne va pas pouvoir les prendre tout le temps. Et puis aussi, l'autre problème, c'est que ce n'est pas un traitement qu'on peut prendre au long cours, parce qu'il y a des problèmes de dépendance et de résistance. De dépendance, c'est un petit peu le même mécanisme que l'alcool. C'est tellement un bon anxiolytique que, en fait, on crée une dépendance parce qu'on est bien après et qu'on veut retrouver cet état. Et c'est comme ça que les gens deviennent dépendants à l'alcool quand ils ont un trouble anxieux qui se soigne avec l'alcool. Donc ça, c'est problématique. Et de résistance, c'est le même problème que les morphines. C'est-à-dire que le corps s'adapte et pour avoir le même effet, il va falloir augmenter les doses. Sauf que c'est pas linéaire. C'est pas parce que vous allez doubler les doses que vous allez avoir le même effet. Donc, et ça très rapidement. Donc c'est pas du tout un traitement au long cours, mais par contre, il est très 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 utile dans la crise. Au long cours, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme médicament ? Je vous rassure, je ne vais pas tous les faire. Je prends celui qui est le plus intéressant, le plus utilisé, c'est les antidépresseurs.
Sauf que déjà, on voit un petit peu le problème. Ça s'appelle des antidépresseurs. C'est une très mauvaise dénomination en fait. Les antidépresseurs, on les a appelés comme ça parce que c'est comme ça qu'on a découvert leur efficacité. Mais ils ne sont pas que antidépresseurs, ils sont anxiolytiques à faible dose. Et du coup, souvent les patients, ils vont faire l'amalgame, ils vont pas comprendre pourquoi ils sont traités par antidépresseurs. Alors, je suis pas dépressif. On a la même chose avec les antiépileptiques. C'est un mauvais nom pour un bon médicament. C'est ça, exactement. Alors, bon médicament, au long cours, malheureusement, non, parce que quels que soient les médicaments de psychiatrie, et ça, c'est pour moi le problème de la psychiatrie, tous les médicaments au long cours vont diminuer dans le temps leur efficacité. C'est toujours le même problème, on prend en aval, on ne prend pas en amont le problème. Donc, à moins de prendre à vie, et là, ça pose tous les problèmes des effets indésirables à vie, et je ne suis pas pour, moi, prendre à vie ces médicaments. Déjà, quand on va l'arrêter, il va falloir faire de façon progressive, non pas pour une histoire de dépendance, mais plutôt sur une histoire d'effet rebond. Parce que comme on va l'arrêter, il peut y avoir un effet rebond de l'anxiété encore plus forte. Et puis à terme, de toute façon, ça ne règle pas le problème. Et les médicaments, en gros, plus vous les utilisez, moins ils sont efficaces. Donc les antidépresseurs, au long cours, c'est pas super. Donc maintenant qu'on a fait les médicaments... Oui, il y a l'autre chemin, ce serait la psychothérapie. Voilà. Vous en avez assez avec 4 minutes? Oui, alors oui. Je fais vite. La psychothérapie, elle est très utile. Comment elle marche? Pour la crise, on peut s'en servir aussi par des manœuvres de stimulation vagale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous ai parlé du système du stress, le système nerveux sympathique. Et en fait, il y a son opposé en miroir, le système nerveux parasympathique, qui est le système du calme et du contrôle et qui va pouvoir contrecarrer les effets du système nerveux du stress. Et ce système parasympathique, il est médié principalement par le nerf vague. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les manœuvres de respiration vagale. Donc au moment de la crise, on peut faire des manœuvres vagales. Ça va directement stimuler le nerf vague instantanément. C'est rapide, c'est beaucoup plus rapide que les médicaments. Mais ça s'arrête immédiatement dès qu'on a fini la manœuvre. Donc il faut le faire longtemps. Et le problème, c'est que voilà, il y a un petit mais quand même. C'est qu'il faut être un petit peu initié parce que si vous stimulez trop fort, vous pouvez faire des hypotensions et justement des pertes de connaissance. Donc il y a une petite phase d'apprentissage pour ne pas le faire n'importe comment. Et puis si vous avez un terrain épileptique, il y a aussi un risque de crise d'épilepsie. Mais bon, là c'est très particulier. Mais bon, pour tout ça pour dire qu'on ne le fait pas n'importe comment, il faut quand même une petite phase d'apprentissage. Et en traitement de fond, en fait, ça va être très facile. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail des psychothérapies puisque elles ont finalement, excusez-moi, la psychothérapie, elle essaie de corriger les impressions fausses de danger imminent, c'est ça? En quelque sorte, oui. Alors, il y en a qui vont plus cibler ça, les psychothérapies cognitivo-comportementales, les TCC, mais toutes vont avoir un effet. En fait, toutes, elles ont une base commune. Que vous preniez la psychanalyse, l'hypnose, la relaxation, les TCC, et puis maintenant, depuis récemment, la pleine conscience, que j'affectionne particulièrement, elles ont toutes en commun qu'il n'y a quasiment pas de contre-indication à leur utilisation. On peut l'utiliser tout le temps. Elles ont une efficacité qui augmente avec la pratique, et donc c'est l'inverse des médicaments. Plus on va en faire, plus ça va marcher. Et j'affectionne particulièrement la pleine conscience parce que l'objectif, c'est aussi de rendre la personne complètement autonome dans sa pratique, sans qu'elle ait besoin à terme du psychothérapeute. Les psychothérapies, c'est vraiment intéressant de ce côté-là, mais à elles seules, elles vont pas suffire parce que le problème, je vous ai dit, c'est la vie moderne. Donc si on n'agit pas sur des mesures d'hygiène, sur le sommeil, sur les écrans, sur le stress avec les informations, sur l'alimentation, ça va quasiment jamais suffire en fait. Donc, et peut-être que je peux terminer comme ça en disant traiter l'anxiété et les crises d'angoisse, médicaments ou psychothérapie. Donc moi déjà je dirais médicaments et psychothérapie. Il y a un intérêt, plutôt les médicaments dans la crise que dans le traitement de fond et psychothérapie en traitement de fond. Et une dernière chose, une révolution pour moi. Aujourd'hui, on entre dans l'ère de la psychiatrie métabolique. Je vous ai dit que le problème, c'était la modernité, notre vie moderne. La psychiatrie métabolique, on va cibler les problèmes neuro-hormonaux, neuro-inflammatoires et neurométaboliques. Docteur, très intéressant comme toujours. Je ne sais pas, là, si on prend le chemin de la psychothérapie, c'est des séances de 45 minutes, de 12 à 25 séances, plus ou moins? Ça va dépendre. Moi, le but, c'est pour ça... Alors, je ne me suis pas spécialisée dans toutes les autres psychothérapies, donc les psychologues pourront mieux répondre à votre question. Ce que j'aime dans la pleine conscience, en fait, le but, c'est de vous autonomiser. C'est facile au début, il faut juste que vous ayez la petite phase d'apprentissage et après, c'est vous qui le faites en autonomie complète à la maison, chez vous, enfin n'importe où vous voulez. Les moines bouddhistes qui se sont prêtés à la recherche, quand on analyse leur cerveau au niveau d'imagerie métabolique, où on regarde comment ils fonctionnent, en fait, voilà, ils ont une sérénité et un calme, on le voit bien, et qui est remanié par cette méditation. Eux, ils doivent peut-être méditer plus de 6 heures par jour, j'en sais rien. Mais
Et là, 10 minutes, ça suffit par jour. Et c'est ça qui est bien. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance, c'est pour ça que j'affectionne tant toutes les psychothérapies de pleine conscience, parce que pour moi, c'est l'autre révolution de la psychiatrie avec la psychiatrie métabolique, c'est que les gens sont autonomes et ils se gèrent tout seuls et ils n'ont plus besoin du psychiatre. Ben c'est parfait, docteur Dufournet, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, l'angoisse qui arrive par phobie, comme quand vous avez parlé de l'ascenseur, d'événements traumatisants du passé, des crises d'angoisse qui peuvent être liées à la situation particulière. On aura le temps d'en reparler. Merci beaucoup, merci de votre visite. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Clínica Omega Z Andorra, compromesos amb la seva salut, patrocina aquest espai.